Quand on pense au canal de Suez, on imagine tout de suite cette autoroute maritime vitale pour le commerce mondial. Mais la vraie révolution, en ce moment, elle ne se passe pas sur l'eau. Non, elle se joue sur les berges. C'est là qu'un pari à 300 milliards de dollars est en train de se décider. Un projet qui pourrait complètement redéfinir l'avenir de l'Égypte. 19 millions de dollars. C'est la valeur des marchandises qui transitent par le canal de Suez, chaque minute. C'est un chiffre qui donne le vertige. Juste pour qu'on se rende compte de l'échelle, c'est le pouls du commerce mondial qui bat juste là. On s'en souvient tous, de l'Ever Given, cet énorme porte-container qui a paralysé le commerce mondial. C'était un feuilleton planétaire. Mais voilà, pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur ce bateau coincé, l'histoire bien plus importante se construisait juste à côté, sur le sable. C'est la naissance de la zone économique du canal de Suez, la SC Zone. Alors, pour vraiment comprendre l'ampleur de la SC Zone, il faut d'abord jeter un œil à la pression économique extrême que subit l'Égypte. Et franchement, c'est assez tendu. Le problème de l'Égypte, c'est un peu un classique. Pendant des décennies, le pays a agi comme un simple propriétaire. Il encaissait le loyer, les péages des bateaux qui passaient. Mais ça, c'est ce que les économistes appellent le piège du rentier. On touche de l'argent, bien sûr, mais on passe à côté de toute la vraie richesse, de la valeur ajoutée qui pourrait être créée autour. Et là, on voit bien la différence de vision, c'est radical. D'un côté, l'ancien modèle, le péage. Ça rapporte 9,4 milliards de dollars, c'est énorme. Sauf que ça ne suffit même pas à payer les intérêts de la dette du pays. De l'autre côté, le nouveau pari, bien plus audacieux, se transformer en un hub industriel mondial. L'idée, ce n'est plus de juste regarder les bateaux passer, mais de leur dire « arrêtez-vous ici, on transforme vos matières premières et on exporte les produits finis ». Pour que ce plan ait une chance de marcher, le gouvernement égyptien a dû prendre une décision radicale, créer une sorte d'État dans l'État, une bulle d'efficacité pour ne pas se noyer dans sa propre bureaucratie qui est, disons-le, légendaire. La promesse aux investisseurs est simple. Ici, vous oubliez les ministères du Caire. Vous avez un guichet unique, c'est rapide, c'est efficace. Mais attention, ce projet n'est pas seulement économique. Loin de là. La SC Zone, c'est aussi un immense échiquier mondial où les grandes puissances avancent leurs pions. Et le premier grand joueur, c'est la Chine. Pékin a investi des sommes colossales dans sa propre zone, qu'on appelle TEDA. Et ce n'est pas juste un investissement amical, c'est une manœuvre stratégique pour s'installer durablement au cœur de la jugulaire du commerce mondial. Le mécanisme, il est génial. Prenez une boîte chinoise comme Jushi, qui fait de la fibre de verre pour les pales d'éoliennes. Si elle exporte en direct vers l'Europe, boum, elle se prend 25 à 30% de taxes. Mais si elle envoie les pièces en Égypte, pour les assembler dans la zone TEDA, le produit final obtient une étiquette Made in Egypt. Et là, magie, il entre en Europe avec 0 taxe. C'est la porte dérobée parfaite. Et puis, il y a la Russie. Elle aussi développe sa propre zone, la ZIR, ou zone industrielle russe. Et depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, son rôle a, radicalement changé. Cette citation, elle dit tout. Comment ça marche? C'est simple. Selon les règles de la SCON, il suffit que 30% de la valeur d'un produit soit ajoutée localement pour qu'il soit considéré comme égyptien. Donc, un tracteur russe, assemblé en Égypte avec 70% de pièces russes, peut être exporté comme un produit égyptien et échapper complètement aux sanctions occidentales. Laissons de côté la géopolitique un instant. La SC Zone, c'est aussi un pari sur l'avenir de l'énergie. Un pari gigantesque sur l'hydrogène vert, avec l'idée d'en faire un des piliers de toute l'économie de la zone. Sur le papier, le plan est limpide. L'Égypte a du soleil et du vent, à ne plus savoir qu'en faire. On utilise cette énergie pour produire de l'hydrogène vert, on le transforme en ammoniac vert pour le transport, et on vend ça à une Europe qui cherche désespérément à se passer du gaz russe. Pour la SIZ Zone, la stratégie est brillante. Si l'Égypte devient la grande station-service des carburants propres, chaque navire qui passe aura une excellente raison de s'arrêter. Bon, c'est bien beau de construire des usines, mais si on ne peut pas acheminer les marchandises, ça ne sert à rien. Et là, on touche au nerf de la guerre pour l'Égypte, la logistique et ses défis colossaux. Ce graphique sur les temps de dédouanement illustre parfaitement le problème. L'Égypte a fait un bond énorme, en passant de 29 à 9 jours. C'est un progrès incroyable. Sauf que, quand on se compare à Singapour, où ça prend moins d'une journée, on comprend qu'il y a encore un sacré chemin à parcourir pour jouer dans la même ligue. Et comme si les défis internes ne suffisaient pas, il faut aussi regarder par-dessus son épaule. Parce que dans la région, l'Égypte n'est pas du tout la seule à avoir de grandes ambitions. Il y a un vrai bassin aux requins dans le coin. D'un côté, le Maroc avec Tanger Med, qui est déjà une machine de guerre, stable, efficace. Et de l'autre, l'Arabie Saoudite et son projet complètement fou, Oxagon, une ville flottante de science-fiction qui promet de l'argent infini et zéro bureaucratie.
La pression sur la SS Zone pour qu'elle réussisse et vite est maximale. Alors après tout ça, quel est le verdict? Ce projet titanesque est-il trop gros pour échouer ou est-il déjà trop tard pour le sauver? D'un côté, les risques sont évidents. L'instabilité, la bureaucratie, la crise monétaire. De l'autre, les atouts sont uniques. Une géographie parfaite, une main-d'œuvre abondante et des accords commerciaux avantageux. Finalement, on peut dire que le monde a tout intérêt à ce que ce projet fonctionne. Parce que l'alternative, c'est un État en faillite aux portes de la Méditerranée. Cette analyse se termine donc sur cette question qui est directe et qui résume tout. C'est une interrogation qui met en balance le potentiel immense et les risques considérables de ce pari national. La réponse déterminera non seulement l'avenir de l'Égypte, mais aussi une partie de celui du commerce mondial.